Bonjour, Denis-Pierre Guido. Donc nous allons démarrer cette session sur After Effects et notamment voir un petit peu le rappel des nouveautés que l'on a pu voir apparaître dans le produit depuis la version CC et sur lequel nous allons voir quelques fonctionnalités particulières. Donc pour ceci, eh bien, je vais tout simplement quitter After Effects C6, je n'en ai plus besoin. Par contre, je vais en profiter pour lancer Premiere Pro et on verra que une des nouveautés, c'est d'aller encore plus loin dans l'intégration entre les logiciels After Effects et Premiere Pro pour pouvoir travailler sur l'ensemble de ces éléments. Je vérifie juste que les logiciels s'affichent d'une manière à peu près complète. Donc ça me semble pas mal du tout. Voilà, je vais prendre ici cet élément. Hein. Très bien. Je vérifie au niveau de la recopie d'écran que l'on voit bien la fenêtre en entier. Non, on ne voit pas la fenêtre en entier, donc je vais essayer de régler ça. Voilà, comme ceci. Voilà. A priori, j'ai un petit problème de recopie. Donc là, vous voyez la fenêtre en entier, c'est parfait. Je fais un tour dans After Effects. Vous voyez tout, normalement. Voilà, un tour dans Premiere Pro. Vous voyez tout. Non, Premiere Pro, c'est réduit. Je remets à la bonne taille. Et voilà, c'est parfait. Excusez-moi pour ces ajustements, mais un petit peu indispensables. Alors, je dirais qu'effectivement, la nouveauté, la plus importante qu'on a vu apparaître avec la CC, c'est l'intégration de Cinema 4D, de Cinema 4D Lite, qui permet en fait d'intégrer et de travailler avec des éléments 3D dans After Effects. Donc, on a ici, en partant d'une vue comme celle-ci, donc là, je ne vais pas refaire toute la présentation sur la partie 3D, mais c'est juste pour faire un bref rappel. Eh bien, quand je vais sur une zone comme celle-ci demander un suivi de caméra, hein, j'ai donc placé un effet de suivi de caméra que j'ai effectué directement. Eh bien, dans After Effects, je vais pouvoir sélectionner une zone de points qui fait référence en fait au sol sur lequel je suis. Hein, vous voyez que les points traquent ici les différents éléments. Et le fait de sélectionner ces points vont me permettre depuis After Effects, et ça c'est très important, j'insiste là-dessus, de définir un plan d'origine pour mon espace 3D. Tout simplement parce que tous les logiciels 3D vont placer des objets dans l'espace par rapport à un plan. Et donc, il faut avoir une correspondance entre le plan de notre outil 3D et le plan 3D que l'on fabrique ici dans After Effects. Donc, une fois que ceci est fait, on a la possibilité, comme ceci, de prendre des points, les points sur la calandre. L'objet ici, je vais chercher à accrocher sur cette calandre un pare-choc qui a été modélisé avec un outil 3D, mais pour l'accrocher dessus, eh bien, je vais tout simplement demander de placer un solide et une caméra. Et à ce moment-là, vous allez voir apparaître dans la timeline la création d'un cheminement de caméra. Ce cheminement de caméra a été fabriqué par After Effects en prenant en compte l'ensemble de ces points et directement en fabriquant virtuellement le cheminement de caméra réel tel qu'il a été dans la réalité. Alors, lorsqu'on a un élément comme ceci, on va pouvoir, en fait, depuis After Effects, demander de créer, donc d'exporter, donc là, je vous montre le principe, un objet 3D pour Cinema 4D. Voilà, je vais l'appeler pare-choc 02, comme ceci. Je l'enregistre. Et cet objet, bien sûr, eh bien, je vais pouvoir l'importer. Donc, je peux importer dans After Effects directement un objet au format C4D. Pour l'instant, cet objet est rudimentaire. Vous voyez, si je masque ici le carré que je mets le pare-choc ici à la place, eh bien, on voit le pare-choc, on voit le sol qui a été parfaitement défini et on voit ces différents éléments.
Alors, la nouveauté qu'on va voir dans After Effects CC 2014, eh bien, tout simplement, au moment où je vais vouloir éditer l'original, c'est la version light de Cinema 4D, la R16, qui va se lancer et qui va me permettre de travailler. Donc, CC 2014, en CC, on avait l'intégration de Cinema 4D Lite, directement fournie avec After Effects. Avec CC 2014, eh bien, c'est la version Lite R16 et non plus R15 comme avant. Ce qui est important, lorsque l'utilisateur n'a pas Cinema 4D. Si l'utilisateur a Cinema 4D, alors il pourra très facilement demander à After Effects d'éditer l'original avec Cinema 4D version complète et non pas version light. La différence étant sur des fonctionnalités plus approfondies sur la création des objets 3D. Alors, je reviens ici dans After Effects. Si je prends ici, je dois voir un... Voilà, ici, on voit l'objet qui a été créé, la grille ici. Et la grille, en fait, le rendu de la grille qui a été créé et mis en place, eh bien, tout simplement, ce rendu sera réalisé par le plugin Cineware, qui me permettra d'avoir un rendu logiciel pour toutes les étapes, je dirais, d'ajustement et de montage. Mais lorsque j'aurai besoin, je pourrai demander ici un rendu final, et c'est le moteur de rendu de CKD qui va travailler et qui va mettre en place ce rendu pour avoir un affichage d'une excellente qualité sur l'ensemble de cet élément. Donc retenez bien que l'intégration Cinema 4D dans After Effects est arrivée avec la CC, c'était Cinema 4D R15 Lite, avec la nouvelle version, c'est Cinema 4D Lite R16 avec des nouvelles fonctionnalités à l'intérieur de Cinema 4D. Là, vous vous rapprochez de Maxon pour voir effectivement ces nouvelles fonctionnalités liées au produit. Bien. Donc, ce que j'aimerais ici vous montrer, c'est des fonctions notamment liées au keying. Alors, le keying ou l'incrustation de plans vidéo sur fond vert ou sur fond bleu ne pose pas de problème particulier dans After Effects. On a d'effets qu'on va retrouver ici dans la liste des effets. Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est incroyable, de masquage, voilà. Hein. Et notamment, on va trouver ici Keylight 1.2, qui est un logiciel d'incrustation très performant, avec beaucoup de curseurs de réglage, mais qui va très très bien marcher. La problématique que l'on va rencontrer, c'est lorsque l'on a des médias qui ne sont pas de bonne qualité. Vous voyez ici, ce média, si je demande de le visualiser dans notre afficher la source dans le calque du projet, en fait, c'est un H264. Vous voyez ici, c'est un H264, donc c'est un fichier qui n'est pas de très bonne qualité. Il est en 1920-1080, Full HD, mais il a subi une compression très importante. Et forcément, il y a des artefacts. Et faire de l'incrustation avec des fichiers qui ont des artefacts, c'est effectivement très compliqué. D'ailleurs, si je vous présente ici le fichier, notamment si je présente ici la couche du bleu et que je zoome dessus, vous allez voir apparaître ici des artefacts, des bandes de compression qui sont importantes. Et c'est là où la problématique se fait, c'est faire de l'incrustation avec des outils compressés, ça devient très difficile. Alors, pour cela, on n'est pas en reste. On a la possibilité de rajouter un masque de nettoyage qui va venir justement lisser les artefacts. Hein. On va regarder ici les artefacts que l'on a au niveau des cheveux ici. On voit effectivement qu'on a du bruit qui est apparu, il y a une pixelisation, c'est vraiment difficile. On va utiliser le nettoyage de masque et on va utiliser ensuite le nettoyage de masque avancé pour retirer la dominante verte qui va rester incrustée dans les cheveux du fait qu'on a du mal à faire un beau masque. Eh bien, vous voyez, on peut le faire, c'est long, ça demande de la compétence,
Et le but d'Adobe, c'est de vous permettre de travailler plus vite. Donc pour ceci, on a mis en place un preset. Je vais tout simplement taper ici Key. Et je vais voir apparaître ici dans les presets un preset qui s'appelle Keylight plus nettoyeur de masque plus nettoyeur de masque avancé. Ce qui va me permettre en fait, en appliquant cet élément sur la vidéo, eh bien directement de voir appliquer Keylight, le Key Cleaner et le cleaner avancé qui s'appelle le nom américain, c'est Advanced Spill Suppressor. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que je vais bien sûr devoir définir la couleur de référence avec Keylight. Je vais pour l'instant, vous voyez que Key Cleaner a été automatiquement appliqué, mais pas l'Advanced Spill Suppressor. Je vais pour l'instant garder que Keylight. Et on va regarder un petit peu effectivement la compression obtenue ici avec, pas la compression, le détourage obtenu avec Keylight. Je pourrais bien sûr rentrer dans, dans des fonctions assez avancées sur le screen mat. Vous voyez qu'on a beaucoup de réglages, ça devient tout de suite assez compliqué sur l'ensemble de ces éléments. Là, on a des réglages de base qui ont été appliqués. Et ce qu'on va tout simplement mettre en place, c'est le Key Cleaner. Et vous allez voir déjà une incrustation beaucoup plus douce. Je vais aller ici sur une autre zone, de manière à bien voir. Et on a un lissage qui a été fait sur ces artefacts de compression, de manière à gérer de manière beaucoup plus fine l'incrustation sur ce média qui effectivement n'est pas de bonne qualité. Je pense que vous le voyez ici au niveau de l'œil, où on voit ici des artefacts de compression. Hein. Ce n'est pas un média d'une très très grande qualité. Bon, je sais bien, je suis à 200%, donc j'ai augmenté volontairement. Et ensuite, on va tout simplement rajouter le nettoyeur avancé qui va permettre, et vous allez le voir ici, de faire disparaître cette dominante verte. Il est déjà appliqué l'âge de base que je peux bien sûr décider de modifier. Vous voyez qu'on a ici un excellent réglage. Donc tout ce qu'on a fait, c'est l'ajout, la mise en place par ce preset de l'ensemble de ces trois éléments qui vont nous permettre d'avoir une incrustation d'une excellente qualité sur un fichier comme celui-ci. Alors encore une fois, ceci est fait pour s'appliquer à des fichiers qui ont été abîmés par la compression employée. Le cas d'H264, c'est tout à fait courant. Si maintenant j'ai des fichiers d'excellente qualité, je n'aurai pas besoin d'employer cet effet, j'utiliserai tout simplement le Keylight, et le Keylight en lui-même me permettra déjà d'obtenir des résultats de très très grande qualité. Je ne sais pas si il y a je pense que Franck a dû répondre peut-être à des questions, s'il y a eu des questions là-dessus. J'ai un peu de mal à voir les différents éléments en même temps. Première point, on a de montage vidéo, tout à fait. Donc je vois les réponses à de Franck, donc je pense que les réponses vous correspondent, et s'il y a des manques, vous continuez à poser des questions. Merci Franck en tout cas pour cette aide au niveau du chat, c'est quelque chose de très très important. Bien, alors j'aimerais vous montrer ici un élément particulier au niveau des masques. Là ici, j'ai un masque qui a été réalisé et qui me permet en fait de flouter le visage de la personne. Bon, c'est un masque assez simple. En fait, ce masque a été réalisé dans Premiere Pro. Dans Premiere Pro, je dirais que le fait d'attribuer des masques pour flouter une partie, comme une plaque d'immatriculation d'une voiture, ou le visage de quelqu'un, ou peut-être le logo d'une firme, c'est quelque chose qui est très simple. Vous voyez, je peux vous montrer ici, je vais vous montrer dans Premiere Pro comment les éléments peuvent se passer. Voilà. Donc là, ici, j'ai cette vidéo où je vois directement ici la personne qui bouge
et un logo sur sa casquette que je n'ai pas le droit d'afficher. Bon, c'est quelque chose qui est très très simple. Je vais aller chercher un effet. Je vais aller chercher la fenêtre des effets. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, la fenêtre des effets. La voici. Et je vais chercher un effet de flou gaussien. Voilà. Flou gaussien. Alors, si je tape de travers, je ne vais jamais y arriver. Et je vais l'appliquer ici, directement sur la vidéo. Quand je vais revenir sur les options d'effet, là je suis dans Premiere Pro, qu'il n'y ait pas de confusion, je vois que cet effet est appliqué. Et on a rajouté en fait des outils vectoriels venant d'After Effects qui vont permettre déjà depuis Premiere Pro de créer, pourquoi pas, un masque simple. Alors je vais zoomer un petit peu de manière à mieux voir ce que je fais. Voilà. Et là ici, je vais rajouter un masque sur cette zone-là. Donc là, je vois un masque qui est appliqué au flou gaussien. Je peux d'ailleurs augmenter la valeur du flou. Parfait. Et dans Premiere Pro, ce qui est très intéressant, je vais trouver ici les fonctions qui vont permettre de créer le tracking de cet élément. Ça a été tiré directement depuis After Effects. C'est une partie d'After Effects qu'on a mis dans Premiere Pro pour réaliser dans Premiere Pro des masques simples lorsqu'on a besoin de flouter une partie d'un élément ou une autre. Donc voilà, ça se passe comme ça et on a ici réalisé l'élément. Alors je peux faire plusieurs masques, mais ça restera des masques simples. Si maintenant j'ai besoin de travailler d'une manière plus complète ces masques dans After Effects, eh bien je peux demander depuis Premiere Pro de remplacer ce clip par une composition d'After Effects et à ce moment-là je vais me retrouver dans After Effects. Voilà, on voit l'élément qui arrive, avec l'élément de Premiere Pro et le masque de Premiere Pro. Masque que je pourrais venir ici modifier très facilement. J'ai ce masque et je peux travailler sur ce masque. Et je vois ici l'ensemble des points clés qui ont été créés dans Premiere Pro. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans After Effects, je vais pouvoir aller plus loin sur ce masque. Je vais pouvoir même pourquoi pas, créer d'autres masques. D'ailleurs, c'est ce que je voulais vous montrer avec la précédente composition. Voilà. Là, ici, sur cette composition, j'ai donc récupéré un masque venant de Premiere Pro, mais je voudrais en fait, sur cette zone-là, créer un masque un petit peu plus complexe et assurer le tracking au niveau de ce masque. Tout simplement, ce que je vais faire, je vais, sur cet élément, demander de créer avec l'outil plume un masque, voilà, comme ceci. Je vais faire un masque ici d'une forme complexe. Voilà, comme ceci. Sur ce masque, je vais pouvoir y appliquer un effet. Qu'est-ce que je voudrais appliquer comme effet? Par exemple, un effet de luminosité contraste. Voilà, de manière à modifier cet élément. Donc, je vais baisser la luminosité, renforcer le contraste. Donc, je vois avant ou après. Et tout simplement, dans la timeline, ce que je veux, c'est que l'effet s'applique uniquement à ce masque et que ce masque détourne l'effet sur cette zone-là, mais ne détourne pas l'image. Donc, pour ça, je vais venir dans les effets de luminosité contraste. Et dans luminosité contraste, comme option de composition, je vais rajouter une nouvelle option de composition en lui demandant de s'appliquer sur le masque que je viens de créer. Et à ce moment-là, j'ai rajouté ici dans After Effects un masque complexe pour lequel je vais pouvoir tout simplement assurer un suivi de masque. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ma fenêtre de suivi de masque. Ça va arriver. Masque de suivi. Un simple clic droit sur le masque permet de demander masque de suivi. J'ai cette fenêtre qui s'affiche et comme je l'ai pu le faire dans Premiere Pro, dans After Effects, je vais pouvoir ici directement demander de réaliser le tracking de ce masque. Vous voyez que les éléments vont suivre d'une manière très très précise l'ensemble du détourage que j'ai fait par la création de points clés. Donc je ne vais pas jusqu'au bout pour gagner du temps, mais on voit ici
l'élément qui a pu se réajuster. Si c'est une composition imbriquée, une composition venant de Premiere Pro, eh bien automatiquement les modifications seront visibles ici à l'intérieur de Premiere Pro. Autre élément que je voulais vous indiquer est le travail que nous avons fait sur le texte. Je prends ici cette petite animation. Voilà, c'est une petite animation texte qui a été réalisée dans After Effects. En fait, le principe est de pouvoir directement créer des petites animations texte pour faire des habillages texte et les utiliser à l'intérieur de Premiere Pro. D'ailleurs, ça se fait beaucoup au niveau des émissions sportives à l'heure actuelle, où on va avoir une petite animation texte qui va présenter chaque sportif. Mais le monteur qui est dans Premiere Pro, lui, il est concentré sur son montage, et s'il récupère un élément d'After Effects et qu'il doit changer le nom, parce qu'il y a différents sportifs, il n'a pas envie de retourner tout le temps dans After Effects pour faire ces choses-là. Il veut rester concentré sur son montage, sur le rythme de son montage, sur les transitions qu'il met en place, sur l'audio qu'il met en place, sur tous ces éléments-là. Et les effets spéciaux, il ne veut pas y passer trop de temps. Alors, ce que nous avons fait dans After Effects, nous avons mis en place la possibilité de créer des modèles d'animation de texte, comme on le voit ici. Alors, comment cela se passe? Cette animation est créée. Je ne vous montre pas comment créer l'animation. Les éléments d'animation sont assez faciles à mettre en place parce que dans les paramètres prédéfinis, on trouve ici des paramètres prédéfinis de texte que l'on va pouvoir très facilement utiliser et mettre en place dans l'ensemble des éléments. Une fois que l'animation est réalisée, je vais rentrer dans les paramètres de la composition. Alors, comment rentre-t-on dans les paramètres de composition? Il y a plusieurs méthodes. J'ai ici cette composition avec un petit menu déroulant ici. Voilà. Si je clique dessus, j'ai ici les paramètres de la composition. Autre méthode, c'est dans le menu composition. Lorsque ma composition est sélectionnée, je peux leur demander ici paramètres de composition. J'ai un raccourci clavier, CTRL-K sous Windows, commande K sous Macintosh. Donc voici les paramètres de la composition. On les voit s'afficher ici. Et là, on a un onglet avancé. Et dans l'onglet avancé, on va cocher la case modèle, calque de texte déverrouillé et modifiable dans début Premiere Pro. Ça veut dire tout simplement que si j'ai plusieurs textes, les calques de texte qui seront verrouillés, je ne pourrai pas les modifier dans Premiere Pro, mais les calques de texte qui ne seront pas verrouillés seront modifiables dans Premiere Pro. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse bien. Voilà. D'ailleurs, là, ici, vous voyez, l'allocation Tokyo, je l'ai verrouillé. Le nom et le prénom, je ne les ai pas verrouillés. Donc, j'ai ces éléments-là et je vais pouvoir les utiliser dans Premiere Pro. Alors, dans Premiere Pro, je vais revenir ici sur une composition. Je voudrais en fait, au niveau de ce petit montage ici, placer le texte ici en premier niveau. Alors, je pourrais très bien importer une composition d'After Effects, mais je voudrais profiter en fait de la souplesse d'After Effects pour tout simplement faire un drag and drop et venir placer l'élément ici et le poser dans la composition. Là maintenant, si je joue cet élément, je vois effectivement le texte arriver, donc je vais grossir un petit peu. Voilà, je vais mettre ça à 100%, de manière à bien voir le texte. Voilà, je recommence. Voilà, donc je vois cet élément d'After Effects. Maintenant, j'aimerais, moi, le modifier dans Premiere Pro. Alors, je vais dû enregistrer un espace de travail. Je ne sais pas si je l'ai fait. Non, je ne l'ai pas fait sur cet élément, c'est pas grave. Je vais pouvoir, par la fonction Match Frame, ouvrir le fichier maître de cet élément. Donc, j'appuie sur F. Et donc, ce que je vois dans l'écran source, c'est l'original. Et à ce moment-là, je peux demander ici les options d'effets. Et dans les options d'effets, je trouve ici
les différentes zones de texte. Par exemple, il y a eu une erreur sur le prénom, je voudrais changer l'erreur, c'est Zoana. Voilà. Zoania, ici, je valide. Et directement, vous voyez l'élément qui est changé et qui sera changé ici dans la composition. Je n'ai pas eu besoin de retourner dans AfterEffects. Ce que l'on fera, en fait, si on a besoin d'utiliser ce nom à plusieurs endroits, eh bien, tout simplement, on dupliquera cet élément. On le dupliquera en autant d'éléments qu'on voudra. On créera des itérations et chaque itération sera indépendante de l'objet original. Même si dans l'objet original, donc là je reviens dans After Effects, je modifie des éléments particuliers comme le style ou comme la typo. Voilà, je vais aller chercher ici une typo. Les caractères sont partis où? Fenêtre. Voilà, caractères. Je peux aller chercher ici différentes typos, dont les typos que j'ai pu utiliser. Voilà. J'enregistre l'élément, je retourne dans Premiere Pro et je vois que tout ce qui est appliqué au texte, que ce soit les styles, que ce soit les polices de caractères, que ce soit les couleurs, vont être modifiés, alors que le nom ici, vous voyez, n'a pas été modifié parce qu'ici, je suis sur le modèle original et là, je suis sur l'exploitation que j'avais fait dans Premiere Pro. Voilà. Donc, j'espère que mes explications sont claires. Pas toujours facile à bien expliquer ces éléments, mais effectivement, eh bien, on a comme ceci la possibilité de préparer des modèles de texte dans After Effects et directement de l'utiliser dans Premiere Pro. Vous voyez que l'intégration des deux logiciels devient de plus en plus fine, de plus en plus intéressante à utiliser. Il y a une autre fonction que j'aimerais vous montrer. On rencontre une problématique à l'heure actuelle, c'est qu'on a des médias vidéo qui sont dans des dimensions différentes. Bon, on va dire qu'aujourd'hui, on monte beaucoup en HD, en Full HD, mais on peut avoir des médias qui, à l'origine, sont des médias SD, et on doit mélanger ces médias. Donc, quand on va mettre un SD dans une table de montage HD, soit on le laisse tout petit, soit on l'agrandit pour qu'il remplisse l'écran, mais on va avoir un suréchantillonnage. Et ce suréchantillonnage va nous faire perdre en détail, va apporter du flou. Donc c'est quelque chose qui est assez difficile et pour lequel Adobe a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé en mettant en place dans Photoshop un nouveau mode, un nouvel algorithme qui va plus loin que l'algorithme bicubique et qui permet de faire un suréchantillonnage en gardant les détails. Eh bien, on a fait la même chose ici dans After Effects. Alors, je vais essayer de vous le montrer. C'est pas en recopie d'écran comme ça, c'est pas très facile à montrer, mais je vais essayer de vous le montrer ici au niveau de cet élément. Là, ici, j'ai un élément graphique sur lequel je zoome d'une manière importante. Vous voyez, je suis ici à 1200%. Et forcément, à 1200% sur cet élément graphique, je vois ici les bords des pixels qui ne sont pas de très bonne qualité. Et bien là, sur cet élément, en fait, on a ajouté un effet. Alors, je ne vais pas l'ajouter au début. Je vais essayer de le montrer. Alors, on a ajouté un effet, en fait, de conservation des détails qui m'a permis de zoomer aussi à 2000%. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, il est là. Il est ici. De manière à avoir un détail beaucoup plus fin. Je suis à 1200%, c'est énorme. Là, je l'ai fait d'une manière exprès pour essayer de vous montrer le travail qui est réalisé. Quand on a grandi de la SD à de la HD, on n'est pas à 1200%, on est à 300-400% maximum. Donc, on est bien en delà. Mais vous voyez ici la finesse du bord en appliquant
l'effet conservation des détails amélioré, alors que si je regarde l'autre élément qui n'a pas l'effet appliqué, on voit un bord beaucoup plus flou, beaucoup moins net. Donc voilà cette notion, voilà comment je peux vous montrer cette notion de vouloir garder le détail à l'intérieur d'une image quand on va la suréchantillonner et donc pouvoir exploiter dans un environnement HD des fichiers SD. C'est quelque chose qui est très très important. Alors depuis Premiere Pro, on exportera le fichier SD en composition d'After Effects. Dans After Effects, on va lui appliquer cet effet. On va le retrouver ici dans les effets. Si je demande ici conservation des détails, c'est pas cliqué dedans, excusez-moi. Voilà, on trouve ici cet effet qui est dans déformation, conservation des détails, amélioration. C'est cet effet qui va vous permettre de agrandir un visuel, d'agrandir une photo. Ça va très très bien marcher. Là ici, j'ai une rupture très importante entre le noir et la zone transparente. Donc effectivement, ça m'a permis de vous le montrer, mais le résultat est peut-être pas aussi parfait que ce qu'on voudrait. Mais sur une photo, donc là on a des pixels, sur une vidéo, donc il y a des pixels très différents les uns côté des autres, eh bien vous verrez que l'application de cet effet vous permettra d'obtenir d'excellents résultats et d'exploiter des fichiers SD dans un moment HD. Ça ne sera pas aussi parfait que si on avait des fichiers HD dès départ, mais vous verrez quand même que malgré tout, le résultat obtenu est d'excellente qualité. Alors, je vois l'heure qui tourne. Il y a bien sûr d'autres choses à voir. Moi, ce que j'aimerais, si Franck a pu répondre, je dirais, au fur et à mesure à l'ensemble des questions qui ont pu se poser, j'aimerais, moi, vous montrer un petit peu comment vous pouvez aujourd'hui exploiter le site d'Adobe France pour prendre en main nos logiciels. Parce que Adobe fait des mises à jour au fur et à mesure pour rester en contact avec les évolutions techniques, pour être en temps réel avec ces évolutions techniques. Mais vous, en tant qu'utilisateur, vous avez besoin de prendre en main ces évolutions. Et vous n'avez pas le temps. Vous avez votre production, vous avez votre travail, vous avez le nez dans le guidon, et vous avez besoin de prendre en main ces éléments. Donc regardons un peu comment vous allez faire. Là ici, je vais aller sur le site adobe.com/fr. Voilà. Si je ne suis pas connecté, je vais me connecter avec mon identité Adobe. Donc, c'est mon adresse mail plus un mot de passe. Je me connecte et j'arrive ici sur cet espace. Cet espace est mon centre de gestion de mon environnement Creative Cloud. Je peux aller chercher, voir toutes les applications de poste de travail. Je peux aller voir les extensions. Je peux aller voir les terminaux. On va revenir là-dessus. Tout d'abord, application du poste de travail. J'ouvre ça dans un deuxième onglet et j'arrive ici sur toutes les applications qui constituent le cœur de mes applications Creative Cloud. Et je rappelle qu'ils sont bien téléchargés sur mon ordinateur. Je n'ai pas besoin de rester connecté pour travailler avec. Et elles sont activées par l'intermédiaire de l'identité Adobe que j'ai déclaré, que j'ai mis en place. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est After Effects. Donc, je vais aller sur la page d'After Effects. Alors, sur la page d'After Effects, et ça sera pareil pour tous les logiciels Adobe, vous avez ici une présentation d'une fonctionnalité phare, qui est l'incrustation du contenu 3D, avec une petite démonstration. Vous avez les onglets sur, je dirais, les 4 fonctions les plus novatrices qui sont apparues dans les dernières versions d'After Effects, suivi de masques, stabilisation et déformation en effets spéciaux, amélioration du contour, modèle de texte dynamique. Mais maintenant, si vous voulez vraiment voir l'ensemble des nouveautés, vous retrouverez ça pour Premiere Pro, vous retrouverez ça pour Photoshop, pour InDesign, pour Illustrator, un onglet nouveautés. Et là, on a une page qui est très 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 intéressante parce que on a la liste chronologique
de toutes les fonctionnalités en fonction des versions. Vous voyez, After Effects est sorti en juin, la CC 2014 est sortie en juin 2014. En octobre, donc il y a environ 15 jours, de nouvelles fonctionnalités ont été introduites. Alors, vous voyez par exemple l'intégration avec Typekit, l'intégration avec Kuler. Kuler, qui s'appelle maintenant Adobe Color, est une application qui marche sur iPhone et sur iPad et qui permet de fabriquer un nuancier de ce que la caméra regarde. Ce nuancier va tout simplement être disponible dans toutes vos applications créatives. Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, tout simplement parce que votre apps est connecté au travers de votre identité Adobe et tout ce que vous faites au travers d'une apps connectée en identité Adobe, vous le retrouvez sur vos applications bureau. Maintenant, parfois, on voudrait connaître un petit peu la différence d'une application, d'une version à une autre. On va trouver ici le lien « Comparer les fonctionnalités ». Eh bien, comparer les fonctionnalités va me donner une page où je vais, depuis la CS3, voir en fait tout ce qui a été intégré de nouveau dans les produits, notamment dans After Effects. Donc, vous voyez, depuis la CS6, on a tous ces éléments qui ont été introduits. L'explorateur de médias, quelque chose qui va vous permettre très très facilement d'aller chercher les médias et de pouvoir intégrer dans After Effects tous les médias au format natif. C'est le même explorateur que celui de Premiere Pro. C'est quelque chose d'excellent. L'optimisation GPU qui va permettre à After Effects de gagner du temps à la fois en optimisation RAM et en rendu final en utilisant la puissance des GPU intégrés sur vos ordinateurs. Bien sûr, l'optimisation de suivi de caméra 3D, ça c'est important. Le circuit 3D dynamique avec l'intégration de Maxon, de Cinema 4D, pardon. Voilà. On voit aussi des éléments importants qui ont été rajoutés dans la CS6, comme un flux de production en XML qui permet de travailler non pas bloqué sur l'échelle Adobe, mais aussi vers des environnements extérieurs, tels qu'Avid ou tels que Apple, qui supportent effectivement, ou Blackmagic Design, qui supportent exactement des exports et des apports de fichiers en XML. Donc vous voyez, ces pages-là sont très très importantes. Maintenant, je voudrais revenir ici sur les nouveautés. Lorsque vous avez des nouveautés, par exemple, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur les effets de masquage. J'ai ici un lien vers une démonstration, ce qui va vous permettre de vous tenir informé au fur et à mesure. Cette fonction vous intéresse, vous voulez l'appréhender. Sur ce lien, eh bien, vous allez trouver ici une petite... L'intégration vous dit, pour apprendre à utiliser cette fonctionnalité, c'est environ 5 minutes. Vous pouvez même télécharger des fichiers s'il n'est pas les fichiers de référence adéquats. Vous pouvez télécharger le document PDF et vous avez une vidéo ici qui va vous expliquer en quelques minutes comment fonctionne, comment mettre en place cet élément, comment l'exploiter au maximum. Donc ça, sur la majorité des fonctionnalités, vous allez retrouver ces éléments. Vous voyez, par exemple, modèle de texte dynamique avec Premiere Pro, vous retrouvez ici directement eh bien, l'ensemble des éléments nécessaires pour appréhender cette fonction, à peu près 6 minutes. Et en 6 minutes, vous pouvez télécharger les fichiers et avoir la présentation de cette fonctionnalité et vous pourrez apprendre à manipuler. Donc cela me paraît important. On ne peut pas, pendant un séminaire, vous montrer toutes les fonctionnalités. Vous avez besoin de pouvoir les appréhender d'une manière la plus rapide possible. Maintenant, les extensions. Quand on parle de communauté, c'est quelque chose qui est très important, les communautés. Combien d'utilisateurs développent des scripts pour After Effects et les mettent à disposition sur le web d'une manière gratuite, d'une manière payante? Eh bien, Adobe a homogénéisé tous ces éléments sous la forme d'extensions et ces extensions en fait vous permettent d'accéder à une page web qu'on appelle Adobe Add-ons et dans les Adobe Add-ons, on va pouvoir retrouver, classé par produit, des éléments développés, mis en place. Ça peut être des livres, ça peut être des effets spéciaux. Il y en a des payants, il y en a des gratuits. Faites un tour du côté des gratuits pour voir un petit peu ce qui se trame au niveau de matière ou autres éléments que vous pouvez utiliser et mettre en place. Et puis au niveau des payants, effectivement, eh bien, beaucoup d'éléments très très importants, des effets spéciaux. Vous voyez que tous ces éléments ont été développés. Vous pouvez faire des recherches
Si je prends par exemple celui de Photoshop, où on a forcément énormément de contributions de la part de la communauté des créatifs, eh bien, je cherche ici Baril. Baril, sans doute, un grand nombre d'entre vous connaissent Stéphane Baril, qui est mon collègue, et qui a développé des panneaux qui permettent de fabriquer facilement des animations dans Photoshop, ici, de résoudre des problèmes de distorsion d'angle dû à la déformation des vidéos directement dans Photoshop. Donc, vous voyez que tous ces éléments-là sont très faciles à prendre en main. Maintenant, je reviens en arrière et on a ici les terminaux mobiles. Les applications pour les terminaux mobiles. On a toute une série d'applications pour les terminaux mobiles qui ont été développées, toute une série qui viennent d'apparaître et qui vont nous permettre de fabriquer des brosses, par exemple, ou des outils vectoriels, ou des nuanciers, et à chaque fois est indiqué dans quel logiciel je vais pouvoir récupérer directement, grâce à mon identité Adobe, l'ensemble des éléments que je mets en place. On a même ici, vous voyez, développé un Adobe Premiere Clip. Vous avez un smartphone, vous avez une tablette, vous faites des petites séquences vidéo, vous voulez faire un montage rapide, il y a quantité de logiciels qui permettent de faire un montage rapide et de l'envoyer sur YouTube. Adobe Premiere Pro en est un de plus, simple à utiliser, qui va vous permettre de faire ce montage, de raconter une histoire, de mettre un point d'entrée, point de sortie et de diffuser sur YouTube. Mais voilà, vous voulez aller plus loin. Vous dites, il faudrait quand même peut-être que je travaille, là j'ai un problème peut-être de couleur, une scène qui est un petit peu trop sombre, je voudrais peut-être rajouter un texte, une transition. Ça, vous pouvez difficilement le faire avec les logiciels de montage vidéo que vous avez sur vos tablettes. Eh bien, puisqu'Adobe Premiere Pro vous connaît grâce à votre identité Adobe, directement tout ce que vous avez fait dans Adobe Premiere Clip, au niveau de la timeline, au niveau des plans que vous avez utilisés, vous les avez disponibles directement dans Premiere Pro. Dans Premiere Pro, vous avez votre montage qui apparaît. Et depuis Premiere Pro, vous pouvez remplacer un élément grâce au Dynamic Link dans After Effects pour faire un effet spécial dessus. Et donc, on va avoir un lien. Moi, je vais réclamer ici, est-ce qu'il rajoute l'icône d'After Effects, parce que Premiere Clip permet de passer par Premiere Pro, puis After Effects après, pour travailler sur des montages vidéo que vous avez élaborés directement depuis vos smartphones et vos tablettes. Donc voilà, j'espère vous avoir apporté un niveau d'information intéressant. Il y a les autres séminaires avec les autres thèmes qui vous permettront d'aller plus loin sur l'ensemble de ces éléments. Et puis, je regarde ici s'il y a des questions spécifiques